Guerrier connu de tous à la détermination infaillible, s'étant affranchi de la peur de la mort et armé jusqu'aux dents, il est semblable à une bête sauvage. Il inspire la peur à ses adversaires et ne vit que pour se battre. Souvent assimilé à un démon, il s'entraîne sans relâche pour devenir meilleur. Bien évidemment, vous avez tout de suite pensé à l'épéiste Zoro, et pourtant je viens de décrire une créature bien différente. En effet, cette description est celle d'un être mythologique, l'Ashura. Vous pensez déjà le savoir? Laissez-vous surprendre. Et si cela ne vous dit rien, alors installez-vous et laissez-moi vous guider. Bien entendu, la description que je viens de faire, elle s'applique aussi à Zoro, volontairement faite pour provoquer une confusion. L'idée de cette vidéo nous vient d'un questionnement à propos de ce personnage différent des autres. Malgré toutes les épreuves, tous les combats et tous les obstacles sur son chemin, pourquoi n'est-il jamais mort? Pour répondre à cette question, nous avons donc enquêté sur les différentes caractéristiques du bretteur, en espérant comprendre un peu comment il parvenait à survivre à toutes ces blessures. Et dans un premier temps, ça nous a permis de dégager deux attributs, sa force incroyable et son extraordinaire résistance physique. Présenté dès son apparition comme un redoutable combattant et particulièrement dangereux, l'efficacité de Zoro n'est plus à prouver. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas spécialement son habileté au sabre, ni la qualité de ces derniers, mais plutôt son corps en lui-même. Car s'il est l'une des figures les plus emblématiques de l'œuvre, et cela sans posséder de fruit du démon, il faut rappeler qu'il s'agit d'un homme. Et en effet, en parcourant le manga, j'ai remarqué plusieurs faits surprenants à propos de ses capacités physiques hors du commun, qui le distinguent des autres et qui font de lui un surhomme. Pour illustrer sa surpuissance, voici donc 5 exemples. Premièrement, Zoro il était considéré comme un chasseur de primes très redoutable dès le début du manga, comme je l'ai dit, et sa réputation était déjà énorme avant même qu'il rencontre Luffy. La mention de son nom suffisait à terroriser la plupart des gens qu'il connaissait. D'autant plus que l'activité de chasseur de primes, pour lui, c'était simplement un moyen de subvenir à ses besoins. Il n'avait aucune ambition, aucun désir particulier dedans. Deuxièmement, il porte une attention vraiment particulière à son entraînement, il le juge essentiel à sa quête de force permanente. Ainsi que ce soit par la méditation ou la musculation inhumaine, il renforce son corps vraiment depuis son plus jeune âge. Troisièmement, on peut observer sa force phénoménale durant l'arc Alabasta, quand il manque de briser le crâne de Miss Monday de sa main droite, ou bien quand il soulève un immeuble entier par la force de ses bras durant le duel contre Mr. One. Quatrièmement, il prouve son agilité au grand étonnement de Brook d'ailleurs, en tenant tête à Ryuma sur le sommet d'un des toits à Thriller Bark, qui était pourvu d'une pente très raide et il avait aucune difficulté à se déplacer. Ryuma reconnaît d'ailleurs sa force pendant ce duel. Enfin, cinquièmement, c'est Monet, lorsqu'elle est terrifiée pendant son duel contre Zoro, elle se voit être tranchée avant même que ce dernier ne l'ait réellement fait. Cela témoigne de sa brutalité et d'une aura particulièrement menaçante, cette même aura qui lui apportera le surnom de bête sauvage. Donc au vu de tous ces éléments, j'ai d'abord pensé que sa puissance était forcément un facteur important parce que ça permettait de le protéger et de l'empêcher d'être dans des situations où il pourrait recevoir des blessures mortelles. Cet aspect offensif d'ailleurs il l'utilise comme une armure et c'est vraiment représenté dans son combat contre Mr. One. Quand Zoro lui dit ça ne fait rien, je ne cherche plus à me défendre, ça montre à quel point il a confiance en sa force. Cependant, en voyant la seconde partie qui est axée sur sa capacité à encaisser, il y a une autre idée qui a commencé petit à petit à germer. Avant d'aborder la résistance physique à l'état brut de Zoro, il est important de noter qu'il possède une certaine résistance mentale, elle est même extrêmement développée en fait. En effet, nous parlons d'un homme qui est capable de se laisser mourir de faim pendant 1 mois pour gagner sa liberté, ou même de se couper les jambes pour préserver cette dernière. Il est prêt à endurer une douleur assez grande pour lui être fatale, et pour lui, la mort elle n'a pas d'importance tant qu'il lutte, parce que ça fait partie du combat, et c'est pas une raison d'avoir peur donc. D'ailleurs, il résiste aussi au froid quand il est animé par son désir d'entraînement sur l'île de Drum. Il nage dans l'eau glacée pendant plusieurs heures, sans faire attention à lui. Donc nous pouvons maintenant nous intéresser du coup à sa constitution en tant que telle, en analysant toutes les fois où un homme normal n'aurait pas été en mesure de se relever. On remarque d'ailleurs très significativement qu'il peut subir bien plus que n'importe qui d'autre. Voici du coup quelques exemples. Premier exemple donc, il aggrave lui-même la blessure que Carnage lui a infligée, parce que celui-ci n'arrête pas d'essayer de la viser pour le déstabiliser. Du coup il décide de lui-même de lui enlever cet avantage. Puis plus tard, quand elle se fait trancher par Mihawk, sa blessure elle est tellement profonde qu'elle suffit à terrifier Arlong, qui est pourtant si confiant et si convaincu de la supériorité des hommes poissons. Ce dernier, il pense d'ailleurs en voyant la blessure, je dois tuer cet homme ici et maintenant, je ne peux laisser vivre quelqu'un comme lui. Par la suite, lors de son affrontement contre Mr. One, ce dernier le laisse pour mort, en lui ayant asséné du coup un coup mortel, mais Zoro se relève. Et du coup, après un second coup mortel, il part en lui tournant le dos, et Zoro il se relève encore une fois. Et c'est très important de noter que Mr. One est un assassin, donc il est spécialisé dans le meurtre, il sait tuer. Et pourtant il échoue par 2 fois lorsqu'il fait face à Zoro.
L'histoire continue et il encaisse une attaque des nerfs à pleine puissance. Il résiste ainsi à l'attaque de ce qu'on pourrait appeler un dieu. Enfin, vous connaissez tous la preuve incomparable de résistance de Zoro, ce moment où il décide d'assumer seul la responsabilité de l'équipage, en prenant la douleur de son capitaine, qui lui-même avait subi déjà assez de dégâts pour tuer quelqu'un de normalement constitué. S'il y a un mot pour définir Zoro, c'est vraiment résilience. Car il n'a pas besoin d'autre chose que de son sommeil ou de sa méditation pour guérir de presque n'importe quelle blessure. Son corps il démontre une faculté de régénération qui est assez inouïe, et elle est couplée à un besoin insatiable de s'entraîner. D'ailleurs, il n'hésitera pas à mettre sa vie en péril au profit d'une amélioration, alors même qu'il est déjà blessé. Or, après avoir considéré la force et la résistance de Zoro, sa survie elle était de plus en plus improbable, incohérente. Il n'y avait rien qui semblait justifier, expliquer ou au moins supposer les causes et les raisons d'un être humain qui était si spécial. Du coup, si ce personnage il est aussi robuste, c'est qu'il a une différence, quelque chose qui le démarque, qui le met à part. Car au final, ce n'est qu'un homme. Ou bien pas. Voici l'élément manquant qui viendrait solutionner notre réflexion. La différence que j'évoquais. Roronoa Zoro n'est pas un homme. Il s'agit en effet de l'explication qui nous semble la plus rationnelle. Elle permet de comprendre ses capacités et les enjeux passés et futurs du personnage. Parce qu'en effet, on connaît déjà l'immense diversité des espèces qui règnent dans One Piece. On peut ajouter à cela les modifications génétiques, les améliorations mécaniques comme Franky, les cyborgs ou les robots comme Kuma et les pacifistas, et il y a sûrement bien d'autres factions et des personnages encore à venir et découvrir. Il semble évident que nous ne les connaissons pas tous et que nous ne savons pas l'origine de tous les protagonistes déjà présents. Zoro d'ailleurs il se prête particulièrement bien à ce schéma parce que son histoire et son passé ne sont même pas révélés. Du coup, l'enfermer strictement dans la catégorie des humains, ça ne fait pas grand sens quand on prend en compte toutes ces particularités. On peut déjà sentir des gros signes laissés par Oda d'ailleurs, pour nous l'indiquer, comme la phrase de Miss Monday, ou encore les remarques sur la supériorité des hommes-poissons, que Zoro finit par abattre et surpasser sous l'eau. Il est différent, et c'est là le point de départ d'un nouveau questionnement. Si Zoro n'est pas un simple humain, que peut-il être? C'est ici que commence la deuxième partie, nos théories. Notre description de tape à l'œil du début de vidéo, elle va trouver son explication maintenant. Car pour répondre à nos deux questions précédentes, pourquoi Zoro ne meurt-il pas et est-ce que Zoro est un homme, nous avons élaboré chacun une explication plausible que nous allons vous partager. Elles peuvent être prises séparément ou bien ensemble, car aucune des deux n'exclut l'autre. Tout d'abord, je vais éclaircir un détail de l'intrigue. Quand on découvre que certains sables maudits peuvent avoir un effet sur leur porteur pendant l'escale sur Lockdown, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à penser que c'était Zoro qui était affecté par ces derniers, que c'était la cause de son mauvais sens de l'orientation, de sa force ou même de la technique qu'il utilise contre Kaku, l'Ashura. Moi ce que je pense c'est que c'est Zoro lui-même qui affecte le sabre, et non l'inverse. Le sabre l'a choisi. Quand Zoro prend en main le sabre maudit, il ressent une connexion avec celui-ci, qui lui confirme qu'il est fait pour lui. Mon interprétation elle implique un rapport de force entre deux démons, celui de Zoro qui serait majeur et celui du sabre mineur. Après tout, comment l'esprit d'un démon pourrait-il se soumettre à quelqu'un qu'il n'estime pas supérieur, donc légitime? Notre postulat de base, c'est que Zoro est un démon, ou du moins qu'il l'abrite en lui depuis le commencement. C'est-à-dire que depuis les premières lignes de l'histoire, Zoro il apparaît comme maudit. Vous trouvez pas ça étrange qu'au lendemain de sa promesse avec Kuina, elle meure d'une chute mortelle? Ou encore qu'il se soit perdu en mer le jour de son départ? Ce qui remet d'ailleurs déjà en question l'idée que son mauvais sens de l'orientation soit dû à ses sabres. Vous l'avez déjà compris, Zoro est différent. Mais alors, qui est-il? Dans un premier temps, je vais vous présenter l'Ashura, afin de créer un parallélisme avec le vice-capitaine. Alors déjà, faut savoir que les Ashura sont caractérisés physiquement par 3 têtes et 6 bras, ces derniers solidement armés. La légende raconte qu'ils furent dans une ancienne vie des guerriers morts au combat, et que dans leur nouvelle vie, ils se soient affranchis de leur peur de la mort, car ils l'avaient déjà connue par le passé. Zoro, il a déjà suffisamment prouvé à quel point il n'avait pas peur de la mort. Mais pour aller plus loin, Ryuma lui ressemble en tout point. Déjà physiquement, comme on peut le voir dans Monsters, dans lequel Ryuma est jeune, mais aussi mentalement, car il partage son honneur, sa discipline, sa façon de voir le combat et la défaite, ou enfin d'accorder de la valeur au sabre. Ces deux combattants sont donc identiques en tout point. On pourrait très facilement penser que Ryuma est son ancêtre, et donc ce guerrier mort au combat. Cette créature présente dans la mythologie bouddhiste et hindouiste, elle est considérée comme le gardien de la loi du Bouddha. Alors cette loi, elle énonce plusieurs principes, mais on va en garder 7 qui illustrent bien la situation de Zoro. Alors, elle énonce la nécessité d'affronter la vie telle qu'elle est par sa propre expérience, l'importance de l'âme, l'existence du karma, l'acceptation de la souffrance, l'importance de la méditation, l'obligation de suivre son intuition personnelle, et l'idée qu'on doit avoir une interprétation libre de ce que représente Dieu. On remarque déjà ici de fortes similitudes. Zoro, il a de cesse de répéter qu'il faut affronter la vie par ses propres moyens. Il dit même, lorsque le monde te frappe, t'as qu'à te relever et le frapper à ton tour.
Il croit assez en son karma pour le laisser décider du sort de son bras sur Lockdown quand il lance l'épée maudite en l'air. Quant à la souffrance, c'est pas les exemples qui manquent, mais le plus pertinent c'est quand même celui où il décide de prendre celle de Luffy et qu'il affirme qu'il ne s'est rien passé. Sans oublier l'importance qu'il accorde à la méditation, qu'il considère comme essentielle à sa condition, ou même sa façon d'être basée sur son intuition, ce qui pourrait même expliquer la déficience de son sens de l'orientation. Enfin, concernant Dieu, je pense que ses propres paroles suffiront. Pas une seule fois je n'ai prié Dieu, je ne suis même pas sûr qu'il existe, je n'ai donc aucune obligation envers lui. Il est important de noter que certains Ashuras sont très connus pour avoir combattu les dieux, notamment le dieu de la foudre, Indra. Vous voyez le lien venir là ? Zoro a lui aussi affronté un dieu de la foudre, Ener. C'est d'ailleurs pendant la même période qu'il va développer sa vision de Dieu. Alors là, on va rentrer dans une partie un peu plus spécifique. Les Ashuras sont caractérisés par la notion d'Ashurado. Le suffixe do en japonais, ça signifie la voie de. C'est une discipline mentale avec une hygiène de vie spécifique. L'Ashurado fait partie d'un ensemble de 6 voies, appelées Rokudo, qui comprend la voie des enfers, de la faim, des bêtes sauvages, du bellicisme, des hommes, et enfin du monde céleste. Ces 6 voies portent le nom de Rokudo. Si ici vous ne voyez toujours pas de similitude, alors laissez-moi vous rappeler que la nouvelle technique de Zoro s'intitule Rokudo no Tsuji, la croisée des 6 chemins. Pour la voie de l'Ashura, la maîtrise des 4 premières voies est nécessaire, et l'on peut observer qu'à travers le manga, Zoro est passé par chacune d'elles. Dans la religion bouddhiste, l'enfer il est caractérisé comme un supplice physique ou moral, c'est-à-dire qu'il n'implique pas nécessairement la mort. Zoro traverse la voie des enfers quand il perd son ami d'enfance. Il traverse la voie de la faim avant de rencontrer Luffy quand il passe 9 jours sans manger, celle des bêtes sauvages qu'il exprime par sa brutalité, d'autant plus qu'il est comparé à ces dernières par de nombreux protagonistes et antagonistes de l'histoire, sans même s'intéresser au nom de ces techniques qui portent toutes le nom d'animaux sauvages. La voie du bellicisme est celle où vit l'Ashura. Cela colle parfaitement avec la première apparition de cette technique. Zoro il était submergé jusqu'à la fin de l'arc Shabondi par une sorte de soif de sang inextinguible, et une envie de tout régler par sa force. On peut même noter que ces nouvelles techniques elles portent le suffixe Demon, mais après son entraînement avec Mihawk, on le voit plus du tout réutiliser cette technique. Alors est-ce qu'il serait parvenu à la voie des hommes ? Et c'est là qu'on a une théorie intéressante. Zoro il abriterait un démon duquel il ne peut se défaire. Et il a dû trouver une solution pour ça. Cette solution c'est son œil gauche. Ce dernier, il est la manifestation de sa malédiction. C'est lui qui apparaît caché depuis le commencement, même depuis l'arc Arlong si vous regardez bien. Même face à T-Bone, quand son œil devient rouge avant de lancer une attaque précédée du mot Demon. Bien que cela n'apparaisse que dans l'anime, je pense que c'est intéressant de le noter. Alors, une puissance trop élevée, un haki non maîtrisable, peut-être. Mais il s'agit certainement d'une manifestation de l'Ashura en lui. Et lors de son entraînement, il aurait compris la nécessité de le sceller d'une façon ou d'une autre, pour préserver son humanité. Après tout, ce serait pas la première fois qu'un mangaka utilise ce type de procédé. La fermeture de son œil lui ouvre donc un accès à la voie des hommes. Mais est-ce définitif ? La réponse est sûrement non. Tout simplement parce qu'il continue à se définir comme une bête sauvage par la suite de l'œuvre dans son altercation avec Mono. Et il y a là quelque chose de très important à ajouter pour compléter cette idée. Durant l'arc Dressrosa, il y a un nouveau protagoniste qui va apparaître. Cavendish. Il est lui aussi bretteur. Or ici, il y a 2 liens qui peuvent être faits avec Zoro. Alors déjà, les 2 personnages ont un rapport au sommeil très étrange, comme s'ils dormaient pour 2. Eux-mêmes et le démon qui sommeille en eux. Cavendish, quand il essaye de lutter contre Akuba, donc le démon qui l'habite, il obtient un œil orangé, similaire en tout point avec celui de Mihawk. On peut alors penser que c'est la raison pour laquelle Zoro cache son œil, et que Riley puisse avoir connu la même histoire. Cela valide en un sens l'idée du démon qu'il aurait décidé de sceller. Quant à Mihawk, ses 2 yeux orangés ouverts en permanence pourraient exprimer sa lutte perpétuelle contre son démon, ce qui prouve sa maîtrise totale de lui-même et légitime donc son rang de meilleur épéiste au monde. Quoi qu'il en soit, la dualité œil gauche-œil droit, elle est largement présente tout au long de l'histoire, et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo pour explorer plus profondément cet aspect. Pour en revenir à l'Ashura, on a précisé que la voie qui succède à celle des hommes, c'est celle du monde céleste. Alors, est-ce que Zoro va finalement mourir ? Est-ce qu'il pouvait pas mourir avant d'atteindre cette nouvelle voie ? Ou est-ce que cela est annonciateur d'une prochaine évolution ? Évidemment, il existe plein d'interprétations possibles quant au sujet de l'accomplissement des différentes voies. On a l'une d'entre elles qui part du principe que la voie du monde céleste, elle a été accomplie durant l'arc Ener, par son affrontement et sa démarche athée qu'il va confirmer. Cette confrontation divine et démoniaque, elle aurait réveillé l'Ashura en lui, en le forçant à le contenir durant l'ellipse. Sa voix des hommes, elle pourrait être liée à son histoire, son passé. De nombreux éléments mettent Zoro en lien avec Wano, ce qui pourrait être le sujet d'une vidéo future. Notamment son passé et son lien avec Ryoma.
Toujours est-il que, durant l'arc Wano, durant lequel il doit unifier les samouraïs, il pourrait par ce même procédé essayer de reprendre sa place légitime dans cette société et donc accomplir la voie de l'homme. Enfin, la voie de l'enfer pourrait être le moment où il prend la douleur de Luffy. Comme vous pouvez le voir, l'interprétation elle reste relativement libre. C'est donc à vous de vous poser la question et de trouver votre propre réponse. Je comprends tout à fait que la notion de démon puisse vous paraître nouvelle ou erronée. Et pour répondre à vos doutes, laissez-moi vous montrer la dernière page du chapitre 866 qui vient de sortir. Attention, je vais spoil pour les retardataires. Dans cette double page, on y voit Big Mom, seul au milieu d'un massacre, les yeux dans l'ombre. L'un des personnages crie alors terrifié, ce n'est pas un enfant, c'est un démon. Beaucoup de gens ont alors mis ça sur le compte du Haki des rois, et je trouve simpliste de tout réduire à cette capacité. Sans nier son utilisation, nous sommes bien plus curieux d'en savoir l'origine. L'adjectif démon et la représentation très particulière de ses yeux viennent rajouter un argument à notre théorie sur l'existence de telles créatures. Bref, je suis heureux que ce chapitre soit sorti pendant la création de cette vidéo, car elle nous a clairement donné un coup de boost. Passons désormais à la deuxième explication, tout aussi plausible. Ce que je vais dire va en choquer certains, or il apparaît qu'Oda il a laissé sous-entendre récemment avec Jack qu'on savait pas grand chose des hommes poissons. Et si on a établi un lien entre Zoro et ces derniers, c'est quand même pour une raison simple. Les Ashura vivent dans les abysses. Et n'oubliez pas les mots prononcés par Zoro lorsqu'il affronte le Kraken avec l'équipage. Le démon qui règne sur les abysses est donc si faible. Ok, donc après cette grosse partie sur la Shura, je vais vous proposer une autre hypothèse, plus simple et intuitive pour les personnes familières avec One Piece. Donc toujours en partant de la supposition que Zoro n'est pas un homme, nous avons aussi cherché ce qu'il pouvait être et qu'il nous soit déjà connu. Et la réponse est assez surprenante, parce que en effet tout semble indiquer un lien entre la nature et la constitution de l'épéiste et celle des hommes poissons. Tout d'abord, sa force surprenante, c'est aussi une des caractéristiques connues de cette race, et à de nombreuses reprises, la remarque lui est faite, aucun homme ne peut battre un homme poisson. On remarque même le parallèle avec Miss Monday, aucun homme ne peut rivaliser avec ma force. On pourrait d'ailleurs établir une sorte de rapprochement avec la célèbre phrase de J.R. Tolkien, I am no man, qu'on peut traduire par je ne suis pas un homme, qui est dite lorsque la princesse Éowyn terrasse le Nazgûl. De même pour la résistance et l'endurance, qui sont encore une fois synonymes des hommes poissons. Mais l'aspect le plus important, c'est son agilité sous l'eau. Il n'est pas le seul des Mugiwara sans fruit du démon, donc à pouvoir nager, mais c'est bien le seul qui est capable de se battre sous l'eau pour de bon, c'est-à-dire donc d'avoir le souffle et l'aisance nécessaires. Il est surtout un des seuls qui a battu plusieurs hommes poissons dans leur élément naturel. Étrange, non? On se souvient de sa facilité à vaincre Odi dans le palais, puis contre le Kraken, ou bien encore quand il part le coup de Neptune, le coup de trident qui était censé percer la bulle d'air. Bref, il est évident qu'il sait se défendre sous l'eau, et cela assez facilement. Un petit peu comme si c'était son élément. Et pour finir, un indice qui était présent dès le début, avec le surnom donné par Sanji, Marimo, en référence à ses cheveux verts, car c'est le mot japonais pour une certaine âme. Il s'agit encore d'un potentiel signe d'Oda pour nous indiquer la nature de Zoro. Car n'oubliez pas que les surnoms ont leur importance. Vivi appelait Sanji Mr. Prince, et vous connaissez désormais son histoire. Par contre, que ce soit clair, je ne pense pas que Zoro soit directement un homme poisson, son apparence et son souffle humain servent à exclure d'office cette option. Cependant, il n'y a rien qui empêche un croisement entre les humains et les hommes poissons, parce que on sait qu'il y a le même sang qui coule dans leurs veines. Du coup, si Zoro était un sang mêlé, ou un descendant de sang mêlé, on sait d'ailleurs que Jack s'en rapproche, l'apparence d'un humain et les capacités d'un homme poisson. Cela pourrait justifier toutes ces aptitudes assez subtilement. Je ne vois pas pour le moment d'autres origines qui soient une explication pertinente. D'ailleurs, son passé est encore inconnu, ce qui est une occasion de faire un croisement de ce genre. On va probablement avoir des réponses dans l'arc Wano à ce sujet. En attendant, rien ne nous empêche d'imaginer un instant un scénario parmi d'autres. Voici le mien. Zoro naquit dans une famille de samouraïs. Ses origines d'homme-poisson, directes ou non, auraient été la cause de honte et d'opprobre dans ce pays fermé sur lui-même, de par sa tradition et le sens aigu de l'honneur. La pureté de la lignée étant compromise, Zoro aurait été banni, alors enfant, et forcé de grandir en dehors du pays. Son voyage à Wano serait l'occasion pour lui de reconquérir son honneur et son rang. Alors voilà la fin de cette théorie et la fin de notre première vidéo sur les non-dits dans One Piece. C'était un plaisir pour nous d'écrire tout ça et on espère que ça vous aura plu. Je vous propose de laisser un commentaire pour réagir et critiquer notre contenu et de vous abonner pour suivre notre activité. On vous remercie vraiment pour votre écoute et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Les Non-dits.